Ok, ça marche. Merci. Attends, le propriétaire du compte peut également... Ok. Et du coup, moi aussi, je peux enregistrer apparemment, donc c'est bon. Ok. Donc, tout dépendra de ton enregistrement, attention. Tu peux plus enregistrer? Si, normalement, Ah, c'est ah. bon. On attend encore 1 ou 2 minutes, puis on Ok. va tranquillement commencer. On est à un tiers des inscrits qui sont présents. Ah, Ouais, le ok. mien, la semaine, non, c'était quand début mois d'octobre, là, bah, je devais aussi en faire un. Mais j'avais plus que 3 inscrits. Et ouais, je me suis dit, j'allais confirmer. Et puis j'ai bien fait parce que finalement, il n'y en avait plus qu'un qui était vraiment dispo. Donc Ok. j'ai annulé quoi. Enfin, c'est un webinaire avec une personne, c'est pas très. Enfin, Non, ouais, l'idée étant quand même d'être dans l'échange, c'est le ça. questionnement, c'est ça qui va donner la richesse de la conférence. Je propose qu'on démarre. Ça marche. Bonjour à tous. Pour cette webconférence organisée par l'AFQP, Association France Qualité Performance, dont le sujet du jour est redynamiser son système de management, qualité, sécurité, environnement. Comment ça va se passer? Donc, je vais vous faire une présentation d'une vingtaine, 20-30 minutes, en expliquant tout sur la partie redynamisation. Et je vous propose, c'est que au fur et à mesure, vous notiez vos questions soit de votre côté, soit directement dans le chat, et qu'à la fin, on fasse une partie d'échange pour rebondir sur les propos que j'ai pu avancer, sur les problématiques que vous rencontrez. Bref, échanger sur ce sujet de redynamisation du système de management qualité. Je me présente très succinctement, je suis Frédéric Dubois, je suis consultant qualité, sécurité, environnement chez Résilience depuis 2013, auditeur IRCA en ISO 9001, 14001, 45001 et également Black Belt Lean Six Sigma. L'objectif de la journée est de comprendre pourquoi un système de management peut s'ankyloser, peut se dégrader, peut perdre en efficacité. Et dans un deuxième temps, identifier comment redynamiser son système de management qualité, sécurité, environnement. Le but est d'explorer les plus grandes pistes. Évidemment, cette conférence n'a pas vocation à être exhaustive, mais d'explorer les grands axes de réflexion pour redynamiser son système. On va d'abord commencer par expliquer, rappeler quel est le but d'un système de management, ce qui est fondamental pour pouvoir comprendre la suite. Dans un deuxième temps, pourquoi est-ce qu'il va s'ankyloser? Quels sont les risques liés à ça, fondamentalement? Parce qu'à la rigueur, s'il n'y a pas de risque, c'est pas la peine de trop s'alarmer. Et troisième point, comment on va pouvoir le redynamiser, lui redonner du souffle et de l'intérêt de la performance. Et on terminera sur une phase d'échange où vos retours d'expérience seront les bienvenus ou des approfondissements sur certains thèmes que j'aurais pu aborder. Dans un premier temps, donc, quel est le but d'un système de management? C'est très important de se le rappeler, c'est un système de management. ISO 9001 permet d'assurer la satisfaction client. C'est sa raison d'être. L'ISO 9001 est une norme de satisfaction client par la maîtrise de ses processus, de ses fournisseurs, etc., etc. Mais le but est de satisfaire les clients pour pérenniser l'entreprise et, et continuer à vivre tout simplement. L'ISO 14001, norme de management de l'environnement, a comme finalité de réduire et de maîtriser ses impacts environnementaux. L'ISO 45001, système de management de la santé et sécurité des travailleurs, d'assurer des conditions de travail sûres et saines et d'empêcher l'apparition des traumatismes. Dans les trois cas, c'est d'améliorer ses performances et de contribuer à l'amélioration continue. Ça, ce sont les raisons d'être des systèmes de management ISO 9001, 14001, 45001. Pour rappel, les normes ne sont que des outils, des aides. Ce sont les finalités qui comptent. Mais j'y reviendrai tout à l'heure.
On va maintenant aborder l'origine de la perte d'efficacité d'un système de management qualité, sécurité, environnement. Alors, cette analyse est basée sur mon expérience de consultant, sur les nombreuses entreprises que j'ai pu côtoyer, qui, de plus en plus, ces dernières années, m'appellent justement parce qu'elles n'ont non pas pour déployer le système, mais parce qu'elles ont un système depuis 5, 10, 15 ans et que bah, il répond plus à leurs besoins, il est à bout de souffle, ça marche plus et ils comprennent pas pourquoi. Et ils souhaitent justement bah, redynamiser, redonner du souffle, redonner du sens. Donc j'ai pu, au cours de ces dernières années, des analyses de mes clients euh, et en discutant avec mes confrères, trois grandes catégories d'origine de la perte d'efficacité d'un système de management de la qualité, sécurité, environnement. Premier point, le poids des habitudes. Deuxième, trop de changements. Troisième, les consultants, les auditeurs et les responsables QSE. Et oui, nous avons une part de responsabilité non négligeable là-dedans. On va voir ça juste après. Alors, plus précisément, quand on parle des poids des habitudes, c'est les systèmes anciens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui ont connu la version précédente, voire la version d'avant, qui ont même, certains sont certifiés 9001 depuis la première version des années 90, et qui ont du coup avoir un système potentiellement assez lourd où ils ont juste fait quelques adaptations en fonction des changements de version, mais voilà, il n'y a pas eu de remise en cause des pratiques existantes, un faible turnover. Ça fait des années que ça marche comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait? Peut-être des propos que vous avez déjà entendus chez vous, que ce soit en qualité, en sécurité ou en environnement. L'autre, qui est, j'ai presque envie de dire son opposé, bah, c'est trop de changements. C'est généralement caractérisé par un très fort turnover, notamment des cadres, des cadres dirigeants et des responsables système et des pilotes de processus qui font que on va avoir un moment un risque de perte de sens, on a le système, on le reprend, on le fait vivre, mais on comprend plus le pourquoi du comment. Il peut également y avoir des modifications des techniques et des technologies récurrentes, non suivies par des évolutions de management. Un exemple qui devrait vous parler, le Covid qu'on a évidemment tous connu, bah, fait qu'une grande partie des entreprises sont passées en télétravail. On ne manage pas une équipe en télétravail comme on manage une équipe en présentiel. Ou même une gestion de projet, hein, une équipe, la gestion de projet, que ce soit en télétravail ou en présentiel, ça ne se gère pas de la même manière. Donc si on n'adapte pas son outil de management, on va avoir du mal à s'aligner sur cette évolution. Et là, ça marche aussi bien d'un point de vue qualité, sécurité qu'environnement. Le troisième point de ce trop de changement, c'est que les nouveaux pilotes ou la direction va être moins ou pas convaincus. Parce que dans leurs expériences passées, peut-être qu'ils ont connu des systèmes, ils ont dit ouais bon, vous avez ça parce que le client le demande, mais on ne voyait pas trop la valeur ajoutée. Ça, je vais beaucoup aussi le retrouver sur des systèmes anciens, enfin des personnes qui viennent qui viennent de structures qui ont des systèmes anciens, qui ont notamment connu l'ISO 9001 dans les premières versions, qui étaient excessivement procédurières, beaucoup trop. Ce qui a, alors c'était peut-être un mal nécessaire à l'époque, mais ce qui a fait un peu de mal dans l'imaginaire des gens sur la norme 9001 et sur les normes ISO de manière générale, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de procédures, etc., etc. On en reviendra après quand on parlera des axes de redynamisation. Donc, le deuxième point, c'était trop de changements. Le troisième axe, bah, c'est potentiellement des profils comme le mien, consultants, auditeurs et responsables QSE. Alors, c'est-à-dire qu'on va avoir, notamment, là je vais parler de l'auditeur. Les auditeurs de certification vont vous faire des recommandations. Les auditeurs de certification ou les consultants vont vous faire des recommandations. Mais l'auditeur, comme le consultant, il vous a vu quelques jours. Donc, pour lui, c'est une bonne pratique et souvent, ça a du sens. C'est une bonne pratique. Mais elle n'est pas forcément adaptée à l'entreprise. Et j'ai vu beaucoup chez mes clients où je leur demande ah tiens, vous avez fait ça, alors c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Quel est le sens dans votre système? Et on me répond ah bah ça, c'est parce que c'est l'auditeur qui nous a dit de le faire. Ah, là, ça, c'est un signal d'alarme. Si vous faites quelque chose parce qu'on vous a dit de le faire, parce que l'auditeur ou le consultant vous a dit de le faire,
ça doit être un signal d'alarme, c'est il y a un petit problème. On fait les choses parce qu'elles sont utiles, pas parce que le consultant nous a dit de le faire. Alors, le mieux, c'est quand c'est aligné, hein, et c'est le but des consultants et des auditeurs. On est là aussi pour dire des choses qui servent à l'entreprise, mais elles doivent systématiquement être réappropriées. Et on va arriver maintenant sur les responsables QSE. Tous les responsables, on a nos marottes, on a notre manière de fonctionner. C'est normal. Que ce soit responsable QSE ou responsable de processus, peu importe. On aime bien fonctionner d'une certaine manière. Et quand on arrive dans une structure, on aime bien mettre à sa sauce. Ah non, moi les plans d'action, je les gère pas comme ça. Je préfère avoir tout dans un gros fichier Excel. Ah non, moi j'utilise uniquement un logiciel QSE dédié parce que c'est beaucoup plus simple et je peux tout piloter comme ça en 5 minutes, c'est plus simple pour moi. Alors c'est peut-être plus simple pour le responsable QSE, mais ça l'est pas forcément pour ses collègues. Et du coup, si tous les 2-3 ans, on change de responsable QSE parce que l'entreprise fait que il y a un peu de turnover là-dessus, ce qui rejoint trop de changements, bah, du coup, tous les 2-3 ans, il y a le nouveau responsable qui va vouloir déployer un nouveau logiciel ou changer les pratiques. Euh, Peut-être son approche est pertinente. Là n'est pas le problème. Mais ça fait beaucoup de changements qui risquent, on arrive sur la notion de risque, qui risquent de faire de la perte de sens pour les acteurs. Très clairement, on ne voit plus le pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on va déclarer telle chose dans tel document à tel moment. Bah, peut-être que c'était pertinent à un moment et que ça ne l'est plus. Sauf que la personne qui a mis en place cette procédure, cette organisation, n'est plus dans l'entreprise depuis 5 ans. Donc on ne peut plus lui demander. Et que bah, celui d'après, il a dit, bon, si on le fait, il y a certainement une raison. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc c'est un risque de perte de sens pour les acteurs. Le deuxième risque, lié à tout ce qu'on a pu voir, hein, donc trop de changements, le système ancien et les responsables QSE, auditeurs et consultants, ça va être aussi d'avoir une non-atteinte des objectifs, ce qui est le problème fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment, le système n'est plus au service de la satisfaction client, n'est plus au service de la maîtrise environnementale et n'est plus au service de la sécurité des salariés. Troisième risque non négligeable, c'est d'avoir un système papier. Ce que j'appelle un système papier, c'est en gros, il y a 1, 2 ou 3 personnes qui va maîtriser le système. Voilà. Et puis le responsable QSE qui va 1 à 2 fois par an faire la tour des popotes pour dire, au fait, tes indicateurs, tu peux me les compléter. Pour la revue de direction, je l'ai préparé, il y a des trucs significatifs, non, ok, c'est bon. Voilà, je note tout d'un côté et je fais la tambouille, je vous présente le truc et c'est moi qui gère l'auditeur. Ça, typiquement, c'est que vous avez un système qui n'est pas utile. S'il y a une personne qui le connaît, il y a une personne qui gère tout l'aspect administratif, entre guillemets, c'est problématique. Parce que ça veut dire que le jour où la personne part, le système tombe. Donc en soi, c'est problématique. Quatrième point, vous risquez d'avoir un système lourd, notamment quand vous avez des systèmes anciens ou des systèmes avec beaucoup de changements où on met des surcouches, le nouveau logiciel, puis finalement on fait du Excel, puis on change encore de logiciel et on change des procédures et on rajoute, sans remettre en cause le précédent, on va commencer à avoir un système lourd et donc cher. Donc on va perdre, pas forcément en efficacité, parce qu'on arrive toujours à maîtriser la satisfaction client, maîtriser l'environnement et les salariés, mais par contre une perte drastique de l'efficience. Pour rappel, hein, la définition de l'efficience, c'est l'efficacité ramenée aux coûts, alors les coûts au sens large, hein, les coûts humains, les coûts financiers, les coûts techniques, l'ensemble des coûts nécessaires pour atteindre cette efficacité. En gros, est-ce que pour planter un clou, j'utilise un petit marteau, ou est-ce que j'y vais à la masse de 2 tonnes pour planter un simple clou? Dans les deux cas, mon clou est planté, mais il y en a un qui a nécessité beaucoup plus d'énergie. Voilà pour les risques liés à ce qu'on vient de voir, à savoir les origines de la perte d'efficacité. Poids des habitudes, trop de changements, les consultants auditeurs, les risques associés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après ce constat? On va essayer de redynamiser le système. J'ai identifié 3 grands axes d'identification, 3 grands axes de simplification, pardon. La simplification du système, la simplification documentaire et l'appropriation du système par les acteurs.
On va développer. Premier point, la simplification du système. Première chose, c'est se rappeler, c'est pour ça que je l'ai rappelé en début de conférence, se rappeler, se concentrer sur la finalité d'un système de management, qu'il soit qualité, sécurité, environnement, énergie. Toute votre structure doit servir cette finalité. Quelle est la raison d'être de l'entreprise? Quelle est la raison d'être du système? C'est de satisfaire les clients, c'est d'améliorer la performance, c'est de livrer tel produit, tel service en temps et en heure, c'est d'assurer la sécurité des salariés, etc., etc. Le premier point, ça va être éventuellement de restructurer les processus en conséquence. C'est pour ça que l'approche processus, qui est maintenant généralisée dans les dernières versions des normes, 9, 14, 45, est très intéressante. On se concentre sur quelle est la finalité et on remonte pour s'assurer que tous les processus sont bien alignés vers cette finalité. Donc, délivrer un produit ou un service à un client en respectant des éléments de qualité, de coût, de sécurité, d'environnement, etc. Deuxième axe de simplification du système, c'est de redéfinir clairement les relations entre les exigences de la norme ou des normes sur lesquelles vous êtes certifié, ou vous souhaitez être certifié, et vos différents documents et méthodes de travail. Il n'est pas rare, comme j'avais dit tout à l'heure, que les auditeurs vous disent « Tiens, ça serait bien pour… là, vous avez un écart, une procédure, ça pourrait être intéressant de… » Ok, est-ce que du coup, déjà faire le lien entre vos pratiques, les exigences normatives, et se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas le simplifier, est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement? Par un système lourd, les normes ne rendent pas les systèmes lourds. Les normes 9001, 14001, 45001, j'entends, ne rendent pas les systèmes lourds, c'est l'interprétation que l'on fait de la norme qui va rendre le système lourd. On peut avoir des systèmes conformes 9, 14, 45 excessivement légers. Après, peut-être qu'il faudra argumenter avec les auditeurs un peu plus, mais ça, c'est pas un souci. Mais on peut avoir des systèmes conformes, légers. La question, c'est derrière quel est le niveau de maîtrise qu'on souhaite avoir. Pour chaque outil et méthode en place, se demander du coup à quelle exigence, que ce soit normative, légale, client, est-ce que cela répond? Et est-ce qu'on peut répondre à cette exigence de manière plus simple, plus flexible, en ayant un niveau de maîtrise équivalent à ce que l'on souhaite? Parce que des fois, on peut avoir des gros niveaux de maîtrise, mais qui ne sont pas nécessaires. Plus le niveau de maîtrise est élevé, plus le système va être lourd. C'est quasiment mathématique. Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour rappel, un auditeur de certification vous dit si vous êtes conforme ou non aux exigences, mais n'a pas le droit de vous imposer comment vous devez vous mettre en conformité. C'est toujours, et j'insiste très lourdement là-dessus, c'est toujours à vous, responsable, direction, pilote de processus, de définir comment vous allez vous mettre en conformité. Et il n'y a que vous qui puissiez dire « Ok, c'est pertinent de déployer cet outil ». L'auditeur peut éventuellement faire des recommandations. L'auditeur ou le consultant, hein, c'est la même chose, peut faire des recommandations. Et théoriquement, d'ailleurs, dans les règles de l'art, un auditeur de certification n'est pas censé vous faire de recommandations. Alors, il va utiliser les pistes de progrès ou les axes de progrès, les axes d'amélioration qui sont dans les audits pour vous le recommander fortement ou vous les faire en off. Néanmoins, normativement, dans les règles ICA, IRCA et ECOFRAC, il n'a pas le droit de vous dire comment vous mettre en conformité. Il doit juste vous dire vous êtes conforme ou conforme. C'est vous qui choisissez comment vous allez vous mettre en conformité. Et ça, c'est un élément très, très, très important. Ça vous évite de mettre en place des choses auxquelles vous ne croyez pas et qui ne sont pas adaptées à votre structure. Toujours sur la simplification du système, un autre élément de réflexion, c'est de se comparer aux bonnes pratiques existantes. Et tout simplement, c'est aller voir d'autres entreprises, d'autres structures, demander à les visiter. Alors c'est sûr, si vous allez demander à visiter vos concurrents directs, ils seront peut-être pas emballés. Mais on peut voir une organisation, même si c'est pas dans le même domaine ou pas les mêmes clients, c'est toujours intéressant. Une organisation industrielle, qu'elle soit orientée métallurgie ou quelque chose un peu différent de la plasturgie ou même du pharmaceutique, on est sur des éléments assez proches. Et vous n'avez pas les mêmes clients, donc vous n'êtes pas concurrents. Et ça permet de voir comment ils fonctionnent. On peut également évaluer la maturité de son organisation. Comment on évalue? Il existe un certain nombre de méthodes d'évaluation de maturité dans la littérature. J'en ai cité quelques-unes.
L'ISO 9004 version 2018, il y a 31 critères notés de 1 à 4 ou 1 à 5 qui vous permettent de voir en gros le niveau 1, c'est il n'y a rien, et le niveau de 5, c'est les meilleures pratiques disponibles. La FDX 50-174, qui propose 3 exemples de grilles, la FDX 50-76, la version 2005 et la version 2017. La version 2005 propose dans une de ses annexes, l'annexe D, 10 critères notés de 1 à 5. À titre personnel, j'utilise beaucoup. Donc, notez bien, j'utilise la version 2005 qui nécessite juste quelques ajustements de mise à jour pour se mettre en alignement avec les bonnes pratiques de 2022, mais pas tellement, il n'y a pas tellement de choses à modifier dans la grille d'analyse. Et la version 2017, qui est beaucoup plus poussée, mais qui du coup est beaucoup plus longue, un peu moins flexible. Donc là, on est sur 55 critères notés de 1 à 5, et qui s'appuie sur l'orientation recommandée, sur l'évaluation recommandée par le club des pilotes de processus. Ça, c'est les axes de simplification du système. On va maintenant aborder le deuxième axe, la simplification documentaire, qui va de pair avec la simplification du système, on est bien d'accord. Premier rappel, aucune procédure n'est obligatoire dans les normes 9001, 14001, 45001. Je vous garantis, vous n'avez aucune procédure obligatoire. Petit bémol pour la 45001, il y a certaines exigences, notamment la gestion des situations d'urgence, où effectivement la meilleure réponse à apporter, c'est une procédure. Mais formellement, ce n'est pas demandé. On demande des processus de maîtrise. Le processus ne veut pas dire procédure. À partir du moment où c'est maîtrisé, c'est ce qui compte. Donc, si vous trouvez que vous avez trop de procédures, bah déjà, faites le ménage. Ça ne dépend que de vous. Et si vous avez des procédures ISO, c'est aussi un bon indicateur, c'est qu'il y a un problème. On ne fait pas de procédures ISO. On fait des procédures parce qu'elles apportent un élément de maîtrise intéressant et significatif pour l'entreprise. Toujours, donc, pour votre documentation, les procédures, les modes opératoires, etc., se rappeler, se concentrer sur la finalité du système de management de la qualité, sécurité et environnement. Toute votre documentation doit servir cette finalité. C'est une redite de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est fondamental. C'est à quoi me sert cette procédure? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une procédure? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Ou c'est uniquement je l'ai fait parce qu'un jour un auditeur m'a dit que, ou je la fais parce que je la trouve bien, mais je suis le seul à la lire. Il m'est arrivé, alors c'était pas sur une procédure, c'était sur de la maîtrise des risques. Donc chapitre 6.1 des normes 9, 14, 45, où j'étais chez des clients et j'avais déployé une analyse de risque assez proche du NAMDEC. NAMDEC, processus simplifié, mais l'état d'esprit de NAMDEC, système de cotation, etc. J'ai déployé ça chez plusieurs clients, et puis chez qui je revenais régulièrement. Et au bout d'un an ou deux, je me suis rendu compte que j'étais le seul à ouvrir ce document, qui était très complet, en termes de maîtrise, rien à dire, il remplissait son office. Mais par contre, il était utile, il était juste, par contre, il était absolument pas utilisé. Bah, du coup, j'ai réduit la maîtrise. Donc, je suis passé sur une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, ce qui m'a valu quelques discussions avec des auditeurs, mais ça, c'est pas le plus important, c'est pas grave. Par contre, derrière, c'était approprié par les pilotes de processus. Et c'est ça finalement qui compte. Donc, pour chaque procédure, mode opératoire, formulaire, de manière générale, chaque document, se demander s'il est utile, s'il est juste et à jour, et s'il est utilisé. Au final, s'il n'est pas utile, ben on le supprime. S'il sert à rien, bah, pas d'état d'âme. Allez, on le met en archive, histoire de pouvoir faire son deuil en douceur. Mais si on n'a pas besoin, ben, on le garde pas. Il n'y a pas de raison. S'il est ni juste ni à jour, bah, simplement on le met à jour, on le corrige et ça permet en plus de faire un petit point sur ses pratiques, c'est pas inintéressant. Et s'il n'est pas utilisé, bah, on va réfléchir, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé? Est-ce que c'est parce que les gens ne savent même pas qu'il existe? Est-ce que c'est un problème de formation quand les gens arrivent? Ou qu'il y a un petit décalage entre la réalité du terrain et ce qu'on aimerait faire? Ou parce que, voilà, peu importe les raisons, on essaie de trouver pourquoi. Et derrière, là, c'est du management de processus, très clairement. Ça, c'était le deuxième axe. Donc après la simplification du système, la simplification documentaire, ça va de pair. Le troisième axe, renforcer l'appropriation, renforcer ou redonner tout simplement l'appropriation du système par les acteurs. Ce que j'entends par les acteurs, c'est la direction, les pilotes de processus, le management intermédiaire et
et les opérateurs, les salariés, le personnel non encadrant, de manière générale. Important de les sensibiliser sur le fonctionnement et la raison d'être du système. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Une règle qu'on ne comprend pas, on ne peut pas la respecter. Très clairement. Si je ne comprends pas pourquoi il y a ça, pourquoi est-ce que sur l'autoroute, c'est limité à 130? Ah, bah parce qu'en fait, à partir du moment où on a mis des limitations de vitesse, ça a réduit l'accidentologie. Ah, ok, d'accord. Ça m'embête parce que j'aimais bien rouler vite, mais au moins je comprends pourquoi il y a une limitation de vitesse. C'est pareil avec votre système. Si on ne sait pas à quoi il sert, si on ne sait pas pourquoi on doit faire des remontées d'informations du terrain alors que c'est jamais exploité derrière, bah, on ne comprend pas. Du coup, c'est important d'expliquer. Alors, si en fait elles sont exploitées, c'est juste que derrière, en question d'ajustement de coûts, on ne peut pas tout faire. Ce qui veut peut-être dire derrière, ah ouais, ça veut dire qu'en fait, on fait beaucoup de remontées, mais moi, je redescends jamais l'information pour dire ce qui est gardé, ce qui n'est pas gardé. Donc, peut-être qu'il faut que je change mes pratiques. Deuxième point, ça va être de clarifier les rôles, responsabilités et autorité de chacun, notamment des pilotes de processus. Dans les systèmes les plus performants que j'ai vus, le pilote de processus est un élément central dans le système de management, qui soit qualité, sécurité, environnement. Et je rajouterai en plus de rôle, responsabilité, autorité, les connaissances et les compétences. Vous avez quelqu'un qui a la responsabilité, le rôle, l'autorité, mais qui n'a pas les compétences, bah, à un moment, ça va pas marcher. Si c'est pas ce qu'on attend de lui en termes de management de processus, qu'il n'a jamais été formé là-dessus, il peut pas y arriver. C'est normal. Et du coup, bah, le dernier axe qui en découle, faire monter en compétence les pilotes de processus, ceux qui en ont besoin, sur les règles de l'art, ce que vous attendez, ce que l'organisation attend. Et ça doit être tiré par la direction, pas par les responsables QSE, tiré par la direction. Qu'est-ce qu'on attend d'un pilote de processus? Donc de bien définir qui fait quoi. À partir du moment où vous avez des zones de flou, vous pouvez être sûr que vous aurez des dysfonctionnements et de la perte en ligne. Un exemple pour le sensibiliser, c'est de rappeler comment fonctionne un système. Donc de dire qu'effectivement, il y a un contexte du groupe, avec une politique du groupe qu'on va décliner sur le site. Bon, déjà, on a un certain nombre de contraintes. Donc, les politiques de site, je sais pas moi, d'augmenter notre taux de rendement synthétique pour la productivité, de réduire les TMS, etc. Bah, c'est déjà lié à un contexte du groupe ou un contexte légal. On en a défini des objectifs stratégiques qu'on va suivre à travers des indicateurs, qu'on va décliner en plan d'action, voire en objectif opérationnel selon la taille de l'entreprise, et en plan d'action pour atteindre ces objectifs. Euh, En parallèle, on va également évaluer les risques et opportunités. On rappelle, risques et opportunités, c'est ce qui nous empêcherait d'atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait ne pas satisfaire le client, ne pas maîtriser les risques pour la sécurité des salariés ou un risque environnemental? Et derrière, on va le décliner en plan d'action. Comment est-ce qu'on va réduire ces risques ou accompagner ces opportunités? Plus tout ce qui va ressortir des audits, des situations d'urgence, des non-conformités, notamment les réclamations clients et les incidents de personnes. Et évaluer, on va faire une revue de direction et on va réimpacter tout ça. Mais à partir du moment où on a compris le système, à la personne, quand on lui dit c'est très important que tu fasses remonter les dysfonctionnements, même mineurs, il va comprendre que, ok, parce que si je fais remonter un presque accident, qui fondamentalement il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de dommage à la personne, bah, ça permet au système de voir quelles sont les zones les plus accidentogènes et du coup de prioriser avant qu'il y ait un accident grave. Et là, on comprend l'importance de faire remonter les dysfonctionnements. Mais si on n'a pas compris le sens du système, l'organisation, le qui fait quoi et le pourquoi est-ce qu'on le fait qui est fondamental, on aura du mal à avancer. Donc, nous venons de voir les 3 axes de simplification, qui étaient donc renforcer, simplifier le système, simplifier au niveau documentaire et renforcer l'appropriation du système par les acteurs. Et je vous propose maintenant que l'on échange. Peut-être que vous avez des questions, des commentaires, des désaccords sur le sujet et vous souhaitez rebondir. Je vous laisse la parole. N'oubliez pas que vous avez tous vos micros coupés, donc je vous écoute. S'il y a des questions, il n'y a peut-être pas de questions. Est-ce que les gens sont encore là, en fait? Vous êtes tous cachés derrière la vidéo coupée. Alors, je vais
pas eu de questions par écrit. Très bien. Bon, pas de questions. OK. Johanna qui me dit c'était clair. Très bien. Merci pour votre retour. Merci, merci Gilbert. Est-ce que certains d'entre vous sont confrontés à des systèmes de management qui s'ankylosent, qui s'embourbent un petit peu? Est-ce que vous avez essayé d'autres approches? Ça peut être intéressant, ça, non? Si vous avez des retours d'expérience, vous avez réussi à redynamiser votre système avec des choses soit que j'ai abordées, soit des choses différentes. Ça peut également être intéressant de faire remonter ça. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Bonjour. Alors, je vais prendre la parole, oui, parce qu'effectivement, c'est pour vous encourager aussi. C'est très intéressant ce que vous dites. Et c'est juste, Frédéric. De toutes les manières, dans la vie d'un système, il y a toujours des moments où ça s'embourbe un peu, c'est normal. C'est pour ça il est important de toujours essayer de voir un peu comment on peut alléger. Cette amélioration, elle est plus que nécessaire pour que ça soit vivant, sinon ça meurt effectivement. Après, il y a certaines entreprises, moi, de ce que je constate, comme j'interviens aujourd'hui depuis 3 ans au sein des entreprises, profitent, on va dire, d'avoir des personnes justement de l'extérieur par moment, soit parce qu'il y a déjà ce besoin de s'alléger et ils ne savent pas trop comment s'y prendre en interne s'il n'y a pas les moyens. Donc, c'est bien de faire venir quelqu'un de l'extérieur qui a un œil neutre pour pouvoir le faire. Ou effectivement participer à des événements comme celui-ci. Je sais que certains profitent justement, être dans les associations ou autres, dans d'autres groupements, pour pouvoir justement s'inspirer de ce qu'ils font les autres et puis adapter après leur système pour l'alléger et surtout adapter par rapport à ce qu'ils font, parce que c'est en fait ça qui fait… moi aussi, je suis auditeur IRCA. J'évite de dire ce qu'il faut faire, mais effectivement, de temps en temps, on a des discussions parce qu'on voit des choses extrêmement lourdes. Donc, on peut signaler qu'il serait opportun de revoir pour les pousser à l'amélioration, parce que souvent, l'amélioration, elle n'est pas forcément pratiquée jusqu'au bout, on va dire. Ils font que le strict minimum, mais effectivement, c'est se challenger et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et c'est toujours ce que vous avez dit, juste adapté à la taille et aux enjeux et aux activités et aux besoins de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose qu'on applique. La norme, heureusement qu'elle a beaucoup évolué, elle est aujourd'hui souple et dynamique et permet justement ce dynamisme. Mais il y en a encore beaucoup de managers QSE notamment qui ont été formés avant et qui vivent avec cette impression qu'il faut tout documenter, il faut tout écrire, et puis, alors qu'il faut s'appuyer sur les personnes et faire vivre autrement. Donc, tout à fait. En tout cas, c'était très juste. Merci. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Il y a des moments comme ça de flottement. Je le sens, je le vis aussi de temps en temps, mais bon. Merci beaucoup pour votre commentaire. Je vous en prie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir? Sinon, je pense arriver tout doucement vers la fin de cette conférence. Moi, j'aurais juste un point, c'est Gilbert. Valentin. Donc, moi, j'étais dans une entreprise où nous étions masés. Et donc, par rapport à la 45001, lorsqu'on a donc dit qu'aucune procédure n'est obligatoire, donc je l'entends effectivement, c'est l'ISO qui permet justement d'alléger tout ce système. Mais par expérience, je pense quand même qu'au niveau tout ce qui est santé, sécurité au travail, quand même, les procédures sont importantes justement pour suivre certaines actions, certaines remontées de situations dangereuses, par exemple, ou d'autres informations importantes pour tout le monde qu'on peut partager avec l'ensemble de l'équipe. Donc, voilà, c'était par rapport à ça, ma question. Est-ce qu'on peut vraiment, lorsqu'on dit qu'on allège vraiment le système, il faut quand même être assez prudent pour sur certaines normes, notamment la 45001 pour moi. Enfin,
c'est une expérience personnelle, parce que bon, c'est vrai que le MAS, il y a pas mal de documents. C'est vrai. Peut-être le comparatif n'est pas bon, mais quand même au niveau santé, sécurité au travail, même si je confirme qu'il faut vraiment faire vivre son système, mais la procédure est néanmoins, pour moi, pas obligatoire, mais très, très conseillée, quoi. Alors, pour répondre, oui, donc, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de procédure obligatoire, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'obligation. Et c'était le deuxième point que j'ai abordé. Et ce que vous avez dit, hein, c'est que ça doit être utile. À partir du moment où vous jugez que c'est utile, bah, allez-y. Hein, je n'ai surtout pas dit qu'il fallait les supprimer. Je dis juste que il ne faut pas se mettre de contraintes autres que l'efficacité. La seule chose qui prime, c'est maîtriser les risques, pour rester sur le A45001 et le MAS. Hein. Enfin, surtout la 45001, parce que le MAS impose effectivement un peu plus de documentation. La seule chose qui prime dans la 45001, et même dans le MAS, c'est vraiment la sécurité des personnes. Si un système de procédure pour gérer un certain nombre de choses est le meilleur moyen, bah parfait, il faut les garder. Mais c'est bien l'utilité qui prime. Et à ce niveau-là, c'est très intéressant. Oui, tout à fait, ça peut servir de formation. Après, on peut utiliser, on n'est pas obligé d'avoir une procédure, on peut avoir des systèmes de formation, des modules de formation qui ne sont pas sous le prisme procédure. Mais peu importe, en fait, j'ai envie de dire, le propos, c'était peu importe la forme, le nom du document, ce qui compte, c'est la finalité et l'utilité. Effectivement, que les gens soient formés, soient sensibilisés, que les risques soient maîtrisés, que les dysfonctionnements soient remontés pour rester dans la thématique sécurité, c'est ça qui prime. Et qu'après, l'outil est à la discrétion, puisque fondamentalement, on peut avoir des remontées de dysfonctionnements sans procédure, mais avec des systèmes de logiciels qui font office de procédure, puisque vous avez un système de remontée automatique avec un logiciel QSE, par exemple. Très bien, merci. Je ne sais pas si ça répond à votre commentaire ou si j'ai fait hors sujet. Si, ça m'a aidé. Merci. Je vous en prie. Oui. C'était bien et que ça tombait, cette visio tombait bien, puisqu'en fait, d'intégrer une entreprise, l'objectif, c'est de mettre un peu à jour l'ancien fonctionnement. Parfait. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a encore des commentaires? Tout le monde a pu intervenir. Bah, écoutez, je vais repasser la main à Mélissa pour clôturer cette webconférence organisée par l'AFQP. Merci beaucoup Frédéric pour cette transmission et merci à tous les participants. J'espère vous retrouver sur de prochains webinaires. Donc, vous aurez toujours les infos par la newsletter, par la page LinkedIn. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à partager autour de vous dans votre réseau, surtout que les webinaires sont accessibles même aux personnes qui ne sont pas membres. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à diffuser. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.